Mes amis, nous lançons cette première émission géopolitique du mercredi du Courrier des Stratèges. Nous allons aujourd'hui parler, bien entendu, des affaires en Ukraine, de la Russie, de la défense européenne des États-Unis, du nouvel ordre du monde. Je reçois sur cette antenne, vous la voyez, Ulrike Reisner, que je retrouve aussi demain sur le Courrier, qui nous parlera de la Roumanie et de ce qui se passe en Roumanie, notamment. C'est notre spécialiste de l'Empire d'Habsbourg. Bonjour Ulrike. Bonjour, bonjour à tous. Je reçois aussi Éric Denessé, il me fait chaque fois remarquer que j'estropie son nom, qui est le fondateur du CF2R. Merci de te joindre à nous, Éric. Bonjour à tous. Je reçois Jacques Hoggard, colonel de l'armée française, prestigieux, grand officier français, qui est encore aujourd'hui un spécialiste des affaires de défense, qui nous a déjà donné une interview la semaine dernière très importante sur le réarmement français. Merci Jacques d'être avec nous. Bonjour à tous, merci Eric. Et puis je ne présente plus Édouard Husson, qui est mon partenaire dans le Courrier des Stratèges, que vous connaissez, qu'on retrouve. Bonjour Édouard. Bonjour Eric et bonjour à tous les participants. Alors, vous avez tous vu qu'il y a encore une activité, une nouveauté dans l'actualité, qui est le projet de cessez-le-feu qui a été conclu entre les USA et l'Ukraine hier à Jeddah, qui prévoit un certain nombre de dispositions. Alors, peut-être que vous allez nous préciser chacun les dispositions qui vous semblent importantes dans ce projet, mais je voulais vous poser une question. Est-ce que ce projet de cessez-le-feu a une chance d'être accepté par Vladimir Poutine? Et est-ce que, selon vous, nous sommes proches d'une issue de la guerre en Ukraine? Qui veut commencer? Alors, pas tous en même temps. Allez, Édouard, vas-y, lance le débat, Édouard. Alors, je vais commencer parce que... Ulrike. Oui, je vais commencer. Pourquoi? Parce que moi, je suis ici pas d'expert du tout, du militaire, etc. Mais j'ai une question. Peut-être ça sera aussi intéressant pour nos spectateurs. Alors, j'ai entendu bien sûr ces nouvelles et je me demande en ce moment, alors, qu'est-ce qui se passe avec les parties de l'armée ukrainienne qui se trouvent, je ne sais pas si encore se trouve sur le territoire russe, parce qu'il y avait tous ces événements à Koursk. On a beaucoup parlé de ça. Et moi, je me suis demandé ce matin, alors, si j'étais Poutine, si j'étais russe, je me demanderais alors un cessez-feu. Bon, mais on a des soldats de l'Ukraine sur le territoire russe. Si c'est juste, je ne sais pas. Mais ça serait ma question. Peut-être ça serait intéressant aussi pour les spectateurs. Édouard, j'enchaîne rapidement, simplement pour répondre factuellement à la question. L'armée ukrainienne est en grande difficulté dans ce qu'elle occupe encore du territoire de Koursk. Et en particulier, il y a eu la semaine dernière une opération assez spectaculaire, puisque des soldats russes, un bataillon russe est passé par un pipeline qui ne sert plus à amener du gaz en Europe, et ils ont pris à revers l'armée ukrainienne dans la région de Soudzha, ça a créé une panique avec une retraite massive de soldats ukrainiens qui ont reflué vers Soumy en Ukraine. Donc il reste peu de territoire, mais il reste quand même un abcès de fixation à Soudzha. Et effectivement, c'est l'une des ambiguïtés du texte proposé par les Américains et les Ukrainiens de cessez-le-feu, qui parle de geler le conflit sur la ligne où il est actuellement, mais ce qui voudrait dire que la Russie abandonnerait une partie de son territoire d'avant 2014, ce qui évidemment est inacceptable pour Vladimir Poutine. Plus généralement, il y a la question de l'attitude de la Russie face à un cessez-le-feu, puisque les Russes cherchent une paix durable,
et sont échaudés par les cessez-le-feu signés en 2014 et en 2015 qui ont abouti à Minsk I et Minsk II. Et dernière remarque pour lancer le débat, on a vu quand même, alors on dit avec Trump tout a changé, mais on a vu quand même des éléments de langage communs à l'Union européenne et aux États-Unis, puisque si vous faites des captures d'écran de tous les messages envoyés par Marco Rubio, par Ursula von der Leyen, par Emmanuel Macron et par d'autres, ils ont tous le même élément de langage. Maintenant, la balle est dans le camp de la Russie. Éric, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a deux éléments dans ce texte qui a été publié. Il y a d'un côté le cessez-le-feu et de l'autre côté il y a l'accord américano-ukrainien. Je pense que sur la partie du cessez-le-feu, c'est difficilement acceptable par les Russes et c'est pas à mon sens l'aspect le plus important. Ça montre quand même que Zelensky a été amené à obtempérer. Ce qui est à mon avis beaucoup plus important aux yeux des Américains et c'est la partie la plus intéressante de ce texte, c'est l'accord sur les minerais. D'après ce que l'on sait, les Américains auraient prévu un système dans lequel ils monétiseraient les ressources minérales ukrainiennes et que finalement, c'est les bénéfices tirés de l'extraction qui feraient perdre bien sûr la valeur du stock, mais qui permettraient de financer d'une part la reconstruction de l'Ukraine et d'avoir de l'argent aux Américains. Donc cet accord qui n'avait pas été signé, qui était reporté de semaine en semaine, semble en bonne voie. Et je pense que c'est la principale chose qui intéresse Trump. Et pour moi, il faut séparer ce texte en deux, entre ces deux aspects. Jacques, toi, tu penses que... Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Édouard et par Éric. Hein. Je pense pas que la Russie puisse valider en l'état une proposition de cessez-le-feu qui vise effectivement à, d'une part, s'affaiblir pour la suite et qui la met un peu en porte-à-faux. Donc, et je souscris à ce que vient de dire Éric. Il semble qu'il y ait finalement une espèce d'unité de langage entre les Européens et les Américains. Donc, est-ce que tout ça n'est pas un espèce de marché de dupes qui a fait monter les enchères, qui a fait monter l'anxiété d'une manière générale, parce que les opinions publiques ont peur de la guerre. Et donc maintenant, essayer de piéger finalement la Russie pour qu'elle se retrouve dans le rôle du méchant. Ce serait elle qui ne voudrait pas du cessez-le-feu. Si elle veut pas du cessez-le-feu, elle veut pas de la paix. On assimilera ça comme ça en Occident. Et donc, on voit bien qu'on est aussi dans une espèce de guerre psychologique, hein, où il s'agit de faire porter le chapeau aux Russes. Alors, ce qui est nouveau, c'est que tout le monde était persuadé qu'il y avait une espèce d'entente entre Trump et Poutine. Moi, j'étais ce matin avec un interlocuteur hongrois, un ami hongrois, qui partage pas forcément mes analyses et mes idées, mais qui disait, Trump est fou, il change d'avis tout le temps, mais il pourra pas revenir en arrière sur cet accord de cessez-le-feu. Bien entendu, derrière, il y a ce fameux accord sur les minerais. Qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? Il n'est pas signé, hein, cet accord, même s'il y a une promesse de le faire. Donc tout ça, c'est pour répondre à Ulrike, sa question initiale. Moi, je pense que d'abord, la situation militaire, elle est en faveur des Russes, c'est indiscutable aujourd'hui, et que cette trêve, si je puis dire, de 30 jours, c'est un nouveau piège pour la Russie, hein, pour résumer les choses. Mais est-ce que aujourd'hui, quelle peut être la stratégie de Poutine, puisqu'on se pose beaucoup la question, nous, de notre stratégie, mais Poutine, lui, au fond, c'est quoi son intérêt désormais face à ce qu'on voit être le tandem dissocié entre Trump et Europe? Je sais pas, non, mais je laisse. Non, vas-y, Jacques, vas-y. Non, pour moi, il s'agit pour lui ce qui lui importe, de même que ce qui importe à Trump et c'est seulement les intérêts américains et encore les intérêts américains. Ce qui importe à Poutine, c'est les intérêts de la Russie et seulement les intérêts de la Russie. Donc je vois pas aujourd'hui s'il y a la possibilité d'un accord entre eux, je vois pas, alors que l'Ukraine semblait hors jeu, je vois pas très bien comment Poutine va s'incliner une nouvelle fois devant ce que disait Édouard tout à l'heure, qui est
s'incliner en quelque sorte devant un hypothétique accord de Minsk 3, pour l'appeler ainsi, qui sera, comme l'avait dit Merkel et, et l'ineffable Hollande, un leurre de plus pour permettre une remontée en puissance. Moi, il faut quand même remarquer que cet accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine, enfin ébauché entre l'Ukraine et les États-Unis, il s'accompagne d'une reprise officielle, en tout cas, de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Donc on voit bien quand même que tout ça n'est pas aussi clair qu'on pouvait le penser il y a 8 jours ou il y a 15 jours. La stratégie de Poutine, Édouard, tu voulais... Oui, Poutine va continuer la guerre. En fait, je pense que le malentendu entre l'Occident, pour utiliser ce terme facile, et la Russie, c'est que Poutine cherche un accord de sécurité en Europe, ce qui rend la question de la fin de la guerre d'Ukraine secondaire à tous les sens du mot, c'est-à-dire qu'elle découlera de l'accord de sécurité. Et les Occidentaux sont obsédés par la question du cessez-le-feu ou d'un arrêt de la guerre d'Ukraine. Mais jusqu'à maintenant, me semble-t-il, les Occidentaux l'ont toujours formulé, que ce soit les Américains ou les Européens, de la même manière, c'est-à-dire il s'agit d'une pause provisoire. Par exemple, il y avait un plan qui circulait il y a quelques semaines ou quelques mois disant l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN pendant 20 ans. Sauf que pour les Russes, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Jamais dans l'OTAN, bien sûr. Voilà. Donc je pense que au-delà des calculs des uns et des autres, il y a, je pense, un malentendu fondamental à trancher. Ou plutôt, il faut dire à quel moment est-ce que les Russes et les Américains vont parler de la même chose, c'est-à-dire non seulement de la fin de la guerre d'Ukraine, mais aussi d'une stabilisation de la sécurité européenne. Alors évidemment, les Russes vont très loin dans leurs exigences. On se rappelle ce que les Russes avaient demandé en 2021 et le rejet par les Américains a abouti à la guerre actuelle, mais qui était que les Russes voulaient qu'on aille jusqu'à un retrait des troupes américaines de tous les territoires entrés dans l'OTAN après 1997. Donc évidemment, c'est à l'opposé de ce que veulent les Américains, mais il n'empêche, il faudra bien traiter les deux sujets sans lequel il y aura pas, sans quoi il n'y aura pas de paix en Ukraine, me semble-t-il. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on est tous globalement d'accord, mais je pense que Poutine est aujourd'hui en situation de force, même si il a quand même envie de mettre un terme à la guerre vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de l'économie et de repartir sur des bases plus calmes. Mais il est en position de force, il refuse de négocier avec les Ukrainiens. Donc le fait que les Américains veulent mettre les Ukrainiens dans la boucle n'est pas un facteur positif à mon sens. Et puis, malheureusement, la Russie est maintenant tellement habituée à être perçue comme l'agresseur, le méchant, celui qui déstabilise tout, que essayer de les faire passer une nouvelle fois, ce qui a priori est la manœuvre pour les salauds dans ce dossier, à mon sens, n'aura qu'un impact limité. Pour le reste, on voit bien que, je dirais de manière traditionnelle, la stratégie de Trump, c'est de faire un pas en avant, un pas en arrière, de souffler le chaud et le froid. Donc c'est plus les actes que les déclarations qui comptent. Oui. Et donc pour l'instant, je dirais sur la partie cessez-le-feu, c'est assez difficile de distinguer ce qu'il en est. En tout cas, malgré tout, ce qui me semble important, c'est qu'il a amené Zelensky à céder. On ne le dit pas assez. Certains considèrent que c'est une capitulation de Zelensky. Je pense que c'est allé un petit peu loin. Mais en tout cas, il a obtempéré aux demandes américaines, ce dont il ne voulait pas auparavant. Ulrike, tu veux ajouter un point sur... Non, justement, un tout petit point en ce qui concerne la géopolitique, parce que il me semble être raisonnable de toujours avoir un œil sur les grandes lignes, non? La grande cartographie, parce que en ce temps-là, on utilise tous ces trucs, tous ces trucs d'information, les logiciels, etc. Et c'est pour ça qu'on devient de plus en plus confusé.
C'est pour ça que je m'oriente de temps en temps très volontairement en ce qui concerne les grandes lignes de la géopolitique. Hein. Et si tu observes la doctrine des Russes en ce qui concerne la géopolitique et aussi l'Europe, etc., et les États-Unis, c'était toujours la même chose. C'est pas quelque chose d'impérialisme, mais c'était toujours de éviter que les États-Unis, par exemple, aient trop d'influence dans le territoire de l'Europe et pour ça soit une menace pour la Russie. Il faut toujours avoir ça en tête. Et en ce qui concerne les grandes lignes des États-Unis, en ce moment, je ne crois pas encore qu'il y aura un grand bouleversement de cette direction, parce que pour les États-Unis, aussi pour la technostructure qui est située aux États-Unis, c'est bien important d'avoir un pied sur l'Europe. Et je pense pas que ça sera changé très rapidement. C'est toujours les grandes lignes, je comprends ça. Mais pour comprendre un tout petit mieux ce qui se passe en ce moment-là, peut-être ça aide toujours. Mais j'ai quand même une question, puisque j'entends bien ce que souligne Édouard à juste titre, qui est que du point de vue de Poutine, au fond, l'Europe, depuis l'effondrement du bloc soviétique, est affaiblie ou déstabilisée ou déséquilibrée, et que Poutine est à la recherche sans doute d'un nouvel accord ou d'un nouvel équilibre, d'un nouvel ensemble. Mais quel levier aujourd'hui Poutine a-t-il pour obliger les États-Unis et l'Europe à négocier cet accord, ce traité qui, par exemple, prévoirait qu'il y a une neutralité de l'Ukraine? De quelle arme il dispose aujourd'hui pour forcer les Américains à s'asseoir à cette table-là? Moi, je pense que son intérêt est le même que celui de Trump. C'est-à-dire que, enfin, son intérêt est celui de Trump. C'est que quand on lit les travaux de Colby, de l'équipe autour de Trump, on voit bien que leur volonté, c'est de se repositionner totalement contre la Chine. Donc, il n'est pas question d'avoir un second front en simultané contre la Russie, dont il conviendrait au contraire de se faire un allié. Donc, malgré les allers-retours de Trump, dont on a encore eu l'exemple à Jeddah, je pense qu'à long terme, la ligne américaine, elle est très claire. Et donc, ils voudront parvenir à un accord, surtout que Trump veut sortir de ce bourbier qu'il considère comme étant un échec de la stratégie des néoconservateurs. Donc, le temps joue pour Poutine, à mon sens, en la matière, puisque les Américains vont malgré tout assez rapidement vouloir se réorienter contre la Chine et peuvent pas travailler sur deux théâtres en simultané, à mon sens. Si j'ajoute un élément, je pense que effectivement, s'il n'y avait que les Américains et les Russes, on pourrait sans doute aller assez vite. Mais il y a, on l'a vu, il y a l'Ukraine qui est un acteur, on va dire, semi-autonome et qui en tout cas a un pouvoir de nuisance. Et en fait, je pense que le dilemme pour les Russes, c'est que l'alternative, l'élément d'alternative à Zelensky qui s'appelle Zaloujny et qui est actuellement ambassadeur d'Ukraine à Londres, c'est l'homme des Britanniques. Or, les Britanniques, eux, n'ont pas intérêt à la fin de la guerre, ne serait-ce que parce qu'ils lorgnent sur. Je rappelle quand même que l'accord sur les terres rares, il a d'abord été signé avec les Britanniques, hein, avec des ressources naturelles que les Britanniques voudraient exploiter, mais surtout les Britanniques ont un objectif, c'est Odessa. Ils veulent en fait contrôler le port d'Odessa et d'autres ports ukrainiens. Et donc, je crois qu'une des difficultés pour Poutine, c'est qu'il n'a pas à traiter seulement avec les Américains, il doit traiter avec les manigances britanniques qui sont réelles. Hein. L'opération de Koursk, elle est lancée sur incitation britannique à un moment où l'exposition à la dette ukrainienne au mois d'août de la dette britannique devient très dangereuse. Bon. Et d'autre part, il y a l'agitation que nous avons vue de Macron et de l'Union européenne sur le thème nous ne laisserons pas faire, nous ne laisserons pas tomber l'Ukraine. Donc c'est là qu'est la difficulté. Et dans ce cadre-là,
l'intérêt de Poutine est plutôt que la guerre dure, puisque sur le terrain, militairement, il est en position de force. Jacques, tu veux ajouter quelque chose? Complètement d'accord. Non, complètement d'accord. J'écoutais ce qu'il dit. On dit à peu près tous la même chose, hein, mais moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Édouard et ce que disait juste avant Eric. Les Russes n'ont aucun intérêt comment dirais-je, à tomber dans un piège plus ou moins grossier d'ailleurs. Mais à un moment donné, les Américains vont être obligés d'en tenir compte parce que, encore une fois, qui est en train de gagner la guerre, c'est les Russes. C'est pas les Ukrainiens appuyés par l'OTAN et l'Union européenne avec beaucoup de parlotte et encore une fois en montrant des muscles pour ce qui est de l'Union européenne, des muscles qui sont des muscles en papier. Donc en fait l'Europe a besoin de l'Amérique dans cette affaire, sinon elle n'est rien. Y compris militairement, économiquement, etc., et diplomatiquement. Et donc, je pense que, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de Trump? Quels sont ses intérêts? Est-ce qu'il a des intérêts stratégiques ou est-ce qu'il agit en conduite comme un bonhomme d'affaires plus pressé de construire des deals que de raisonner d'une manière large et stratégique et géopolitique? Il y a quand même effectivement cette menace à terme pour les Américains que constitue la Chine. S'ils étaient normalement constitués, ils considéraient que la Russie est dans leur camp et pas dans le camp de la Chine. Bon, ils ont tout fait pour le contraire, bien sûr, mais Trump est capable de comprendre ça. Alors, moi, je crois qu'il faut attendre d'abord des actes plutôt que des paroles, parce que là, c'est tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, mais on est dans le domaine de la communication, beaucoup plus que dans la réalité. Donc la réalité, c'est que la Russie est en train de gagner militairement. Elle se laissera pas voler sa victoire militaire, c'est certain. Jacques, tu soulignes à juste titre que l'Europe a besoin des États-Unis pour sa défense et qu'au fond, les États-Unis, ils ont une position aujourd'hui avec Trump qui est un peu surprenante, puisque autant nous parlons tous les jours de la menace russe, mais enfin, moi, j'ai retenu dans la presse qu'il y avait une menace plus imminente, qui est la menace de l'invasion du Groenland par les États-Unis, ou en tout cas d'une annexion un peu forcée. Est-ce que tu penses qu'on a une chance de bâtir une défense qui serait indépendante des États-Unis? Est-ce que nous avons une chance un jour de peser face à l'allié, entre guillemets, américain? C'est le vieux rêve, tu évoques le vieux rêve de la CED, hein, qui remonte en fin d'année 1950 et puis qui a trouvé un échec définitif en 1954. Alors on voit bien que cette CED, et en fait il s'agissait déjà de l'idée fédéraliste européenne, dont certains, comme moi-même, mais je crois que je suis pas le seul autour de cette table, ne veulent pas. Bon, alors après il y a eu évidemment des efforts de relance de cette défense européenne un peu illusoire et virtuelle, ne serait-ce qu'en 92 par la signature du traité de Maastricht, et puis la PESC, hein, la politique européenne étrangère et de sécurité commune, et puis ensuite il y a eu bien sûr en 2007 la signature du traité de Lisbonne, hein, mais alors c'est toujours dans le cadre de l'OTAN ces évolutions. Donc que va faire Trump de l'OTAN? Est-ce qu'il va réactiver l'OTAN en obligeant les Européens à investir davantage? Si on en croit Macron, on va péniblement atteindre les 2% fixés par l'OTAN comme règle à tous les pays membres il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, au travers de la loi actuelle de programmation votée en 2023, 2024, 2030. On alloue, je crois, 413 milliards d'euros à la défense française pour remettre la défense à flot. Mais enfin, on sait très bien que pour rebâtir une force conventionnelle, et on a une force nucléaire dont parlait Eric tout à l'heure qu'il faut entretenir et qui coûte cher, il faut l'entretenir. J'espère que c'est toujours le cas. Mais il y a aussi des forces conventionnelles à reconstituer. C'est 10 à 20 ans, hein, comme on le disait l'autre jour. Donc, tout ça, c'est du vent, à mon avis, et la seule solidité
au total de l'Europe face à ces problèmes de défense, et ben là, c'est l'OTAN. Alors, si l'OTAN reste une entité sous commandement américain, ce qui est le cas jusqu'à présent, je vois pas très bien comment on s'opposera à l'affaire de ton Groenland. Je sais que cette question te taraude, mais Et moi, je crois qu'il y aura une invasion américaine. Non, mais oui, mais bien sûr. Mais alors, moi, je crois. Bah, si tu me poses la question comme ça, je crois que il y aura des protestations comment dirais-je, vertueuses et indignées. Mais que peut-on faire? Mais rien. On peut difficilement imaginer un raid sur Entebbe, surtout là, avec les forces spéciales françaises, allemandes, et qui d'ailleurs peuvent pas se blairer et ont du mal à travailler ensemble. Donc voilà, non, il faut être sérieux, je pense. Je crois que tout ça, c'est beaucoup d'agitation politico-médiatique, et voilà. Si Trump veut annexer le Groenland, je sais pas comment le Danemark fera, et l'Union européenne. Peut-être que Kaja Kallas protestera, mais voilà. Et so what, comme dirait l'autre. Éric, est-ce que nous avons une possibilité militaire aujourd'hui d'agir sans contrôle de l'OTAN ou sans contrôle américain? Non, aucune. Et puis, personne ne se risquerait à aller tenir tête aux États-Unis sur le Groenland. Il faut rappeler qu'ils sont déjà présents au Groenland avec un certain nombre de bases et d'entrepôts. Ensuite, le Groenland, c'est la taille de la ville d'Amiens. Bon, donc, tout compte fait, ce sera une intervention. Je pense que s'il doit y avoir quelque chose, quelques appareils se poseront. Il n'y aura même pas de conflit, même pas de combat. Je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose économiquement pour les Groenlandais, même si c'est scandaleux sur le plan de l'indépendance. Les Danois ne pourront évidemment rien faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les Britanniques se sont rapprochés des Danois sur ce dossier-là. Et pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, les Britanniques sont vraiment des empêcheurs de tourner en rond en ce moment, y compris pour la stratégie américaine. Trump, d'ailleurs, est dans une logique de revanche et de vengeance assez prononcée vis-à-vis de Londres, et même avec Starmer qui n'était pas au pouvoir pendant son mandat précédent et pendant sa campagne, parce que effectivement, tout l'establishment britannique a vraiment soutenu l'État profond américain dans la lutte contre Trump. Mais pour en revenir aux Américains, qu'ils fassent quelque chose sur le Panama, sur le Groenland, nous ne pourrons rien faire. Je vais être franc, dans une certaine mesure, ce n'est absolument pas une menace contre nos intérêts français ou européens. La menace est plus grande, à mon sens, sur le plan économique, avec ce qu'ils font sur les taxes, mais aussi deux autres éléments qui ont été un petit peu passés sous silence. C'est la mise en suspens de la loi sur anticorruption, le FCPA, où les Américains considèrent finalement qu'ils vont arrêter les poursuites contre leurs entreprises pour qui se sont livrés à la corruption, et finalement leur laisser les mains libres pour qu'ils se livrent à des actions de corruption sur les marchés internationaux, parce que, disent-ils, les Européens le font, ce qui n'est bien sûr pas vrai depuis qu'on a mis en place un certain nombre de lois. Et puis ils ont aussi abrogé le Corporate Transparency Act, qui est une loi anti-blanchiment qui oblige les dirigeants des entreprises américaines à expliquer qui sont leurs actionnaires. Donc on voit bien que là, il y a une distorsion majeure de la concurrence qui va être très importante pour nous allons subir. Et je rappelle qu'on a quand même versé plus de 15 milliards d'euros d'amende au gouvernement américain, au département de la justice, au titre des lois anticorruption. Donc il y a bien sûr l'aspect militaire fait la une en ce moment de l'activité, mais il y a la partie guerre économique qui est très présente et qui risque de faire d'ailleurs beaucoup plus mal à notre économie que, je dirais, que les actions américaines au Groenland, au Panama ou ailleurs. Peut-être que Édouard peut ajouter, Ulrich aura le dernier mot sur l'avenir de nos relations avec les États-Unis, mais Édouard, notre capacité d'indépendance militaire par rapport aux États-Unis. Je pense que c'est le débat depuis l'origine. Et effectivement, la CED dont parlait Jacques était un projet en fait qui n'assurait pas une autonomie européenne. Et ensuite, on sait que dans la décennie suivante, dans les années 1960, le général de Gaulle se bat pour une Europe européenne, et il entend créer à terme un système de la sécurité européenne. Ce système étant fondé sur deux piliers. À l'ouest,
l'entente franco-allemande, étant entendu que la France, puissance nucléaire, a la prééminence, et puissance nucléaire et membre permanent du Conseil de sécurité, et à l'Est, la Russie soviétique à l'époque devant être le deuxième pilier. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a oublié, c'est que dans les schémas du général de Gaulle, les États-Unis ne sont plus partie prenante. C'est très différent, par exemple, de ce qui se passe dans les années 70, où on signe les accords de la CSCE, la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, à l'origine de l'OSCE, l'organisation aujourd'hui, basée à Vienne, si je ne me trompe pas, et où les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Nord sont co-signataires. Ce qui, bien évidemment, a changé beaucoup de choses, puisque ça n'a jamais été une organisation véritablement européenne, ni eurasiatique, comme on aurait pu le penser, à partir du moment où on envisageait l'ensemble du territoire soviétique de l'époque dans les années 70. Donc, on voit mal aujourd'hui sur quoi se construirait une défense européenne autonome, parce que il n'y a pas d'accord. Prenons la position allemande, la position de M. Merz. Friedrich Merz, d'un côté, est intéressé par l'élargissement de la dissuasion française éventuellement, mais d'un autre côté, ne veut pas renoncer à acheter du matériel américain. Et ça va poser immédiatement des problèmes. Et si l'on regarde bien les nuances, les infinies nuances qu'il y a en Europe entre, disons, une position française qui serait celle d'une Europe européenne peut-être, celle de l'Italie qui n'est pas alignée sur les positions françaises, qui se dit très atlantiste en étant beaucoup moins dans les faits, la Pologne qui est toujours de manière obsessive anti-russe, l'Allemagne je décrivais, bon, la Hongrie qui au contraire joue l'équidistance par rapport à toutes les puissances. On voit bien que c'est très difficile de trouver un dénominateur commun. Ça n'était pas possible dans une Europe à 6, ça l'est sans doute encore beaucoup plus difficile dans une Europe à 27. 27. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je voudrais juste rajouter, il y a quand même un autre facteur dont on parle pas, mais qui est très important, c'est la dépendance technique, technologique, maintenance de tout notre appareil européen aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis. Hein. Alors, on peut évaluer le volume de dépendance. Comment? On peut évaluer le volume de dépendance. En France, par exemple, combien de gens sont dépendants des États-Unis? Eric, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste de ce domaine, mais je veux dire par là que j'écoutais un spécialiste de l'aéronautique dire qu'il n'y a pas un F-35 vendu à un pays européen qui peut décoller sans l'aval finalement de la puissance américaine. Alors, j'observe que là, nous sommes en train de vendre une PME située en Corrèze qui s'appelle LBM Aerospace pour la modique somme de 365 millions d'euros ou de dollars, je ne sais pas exactement, un groupe américain. En fait, cette société fabrique des systèmes de refroidissement extrêmement sophistiqués pour le Rafale, pour les SNLE, et on envisage tout simplement d'avaliser la vente de cette PME française, sous-traitante de notre industrie de défense. Comme on l'a fait, il y a plein d'autres exemples, hein, que j'ai pas en tête immédiatement, mais ça voudrait dire que donc nos Rafales qui sont actuellement indépendants, si je puis dire, bien français, nos SNLE qui sont actuellement indépendants, bien français, demain pourraient connaître quelques difficultés d'emploi, tout simplement parce que un certain nombre de composants de leur fonctionnement technique, technologique, seraient soumis aux États-Unis d'Amérique. Donc moi je pense que c'est la première chose à faire si on veut reconquérir. J'avoue que la défense européenne, j'y crois pas, c'est un leurre, c'est virtuel. Mais notre indépendance militaire française, moi j'y crois, mais elle repose sur la nécessité urgente de récupérer notre indépendance technique, technologique, de maintenance, et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Voilà, il faut quand même en parler. Sur ce point, Ulrich, tu veux ajouter quelque chose? Je suis tout à fait d'accord. Et je suis tout à fait d'accord. C'était bien intéressant ce qu'a dit Eric en ce qui concerne le menace
économique, hein. Et c'est clair parce que c'est aussi très connu en Europe depuis quelques années qu'on crée des crises. Hein, on crée des crises à la politique, dans les médias, etc., pour qu'on puisse très rapidement changer quelque chose, partout en ce qui concerne la centralisation à Bruxelles. Mais je voulais ajouter une chose. Moi, j'ai dit, je suis tout à fait pas d'expert en ce qui concerne le militaire, mais si je regarde, par exemple, l'Allemagne, hein, ou aussi l'Autriche, bien que nous sommes neutres, on dit ça, mais si je regarde l'Allemagne en ce moment, il ne nous manque pas seulement des équipements, il nous manque surtout des infrastructures et il nous manque des effectifs. Je te donne un exemple. Si le ministre de la Défense Pistorius, Boris Pistorius, ministre de la Défense en Allemagne, il a déclaré que l'Allemagne ne pouvait pas introduire le service militaire obligatoire maintenant. Pourquoi? Parce que l'Allemagne n'aurait pas assez de casernes, messieurs, ça c'est un fait. Hein? C'est pour ça on parle à Bruxelles, on parle des armes, des achats, etc. Et il nous reste la question des bases, c'est l'infrastructure, c'est la logistique, etc. Et cette action, selon moi, si je le regarde, cette action profite d'abord à l'industrie de l'armement et bien sûr à ses cours boursières. Hein? Parce que maintenant, il y a cette déclaration, on va faire un réarmement de l'Europe, ça veut dire on va acheter des armes. L'Europe, bien sûr, commandera là où les équipements militaires sont disponibles. C'est aussi une chose très importante, hein, parce que si tu prends par exemple la Pologne a commandé des chars, mais c'était pas possible de livrer des chars en Europe. C'est pour ça que la Pologne a commandé des chars de la Corée du Sud qui livrent maintenant. C'est aussi un fait. Alors, où achèterons-nous, par exemple, des drones en Chine? Parce que la Chine est en train de pouvoir les livrer. Hein? Ce sont les questions. Alors, l'Europe, selon moi, et je parle politiquement, pas militairement, mais comme je vois les choses, l'Europe restera dépendante de la structure technologique et financière des États-Unis si elle ne décide pas immédiatement de devenir indépendante à de nombreux niveaux. Hein? Et il faut toujours, peut-être une dernière phrase, il faut toujours mentionner ça. Sur le plan politique, on met, selon moi, la charrue avant le bœuf maintenant. Parce que si on n'a pas d'accord sur le plan de la politique étrangère, on ne parle que des achats. Alors que sommes-nous, en ce moment-là, rien d'autre qu'une communauté d'achat? Alors, il faut discuter ça. Éric, sur cette dépendance des armées, y compris de l'armée française, à l'infrastructure OTAN, mais au circuit de décision de l'OTAN et aux technologies de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, le retour dans l'organisation militaire intégrée en 2008 nous a rendus plus dépendants, sans qu'on ait de contrepartie en matière de commandement et je dirais, de rôle plus important dans l'Alliance. Pour le reste, notre dépendance, elle est de plus en plus forte progressivement. On l'a vu en 2003 lorsque les Américains ont cherché, ont retardé les livraisons de pièces de rechange pour les catapultes que nous avons sur les porte-avions que nous avions sur le porte-avions. Voilà, nous sommes probablement les moins dépendants, mais c'est vrai aussi que le rachat d'Alstom en 2014 par les Américains a amené le fait que nous ayons un accroissement de la dépendance, aussi bien d'ailleurs sur nos centrales nucléaires civiles que sur un certain nombre de nos bâtiments qui utilisent des turbines ou des turboréducteurs
d'Alstom. Alors, les réactions à l'époque des gens de la marine, c'est de dire on est déjà tellement dépendant sur ce point que le fait qu'il y en ait un peu plus, ça ne va pas changer grand-chose, mais c'est de toute façon extrêmement préoccupant. Disons qu'on a toujours une marge de manœuvre, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens qui sont totalement dépendants. Le F-35 est très symptomatique. C'est un avion qui est conçu dès le début pour les opérations conjointes de l'OTAN, pour les systèmes de commandement de l'OTAN. Donc tous ceux qui ont du F-35 sont dans les mains américaines pour les 20 ou 30 ans qui viennent. Voilà. Puis je ne sais pas si vous l'avez vu, mais un certain nombre de chiffres sont sortis dans le rapport du CIPRI, où on voit que les 2/3 des achats d'armement des pays de l'Union européenne sont des achats d'armement américains. Un peu moins des 2/3, je crois que c'est 64%. La France, qui est le deuxième à égalité avec la Corée, représente 6,5%. Les Israéliens, 3,9%. Donc, avant que ces choses-là ne changent, il coulera de l'eau sous les ponts. Puis je dirais que dans un deuxième temps, ce qui se produira, c'est une concurrence acharnée entre les Européens. On le voit déjà avec les Allemands qui systématiquement essaient d'imposer leur position et leur matériel sur le plan de l'armement terrestre. Nos amis italiens viennent de signer un accord avec les Turcs de Bayraktar, ce qui est quand même un vrai problème vu la menace que pourrait représenter à terme la Turquie en Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est surprenant de la part des Italiens qui nous avaient soutenus dans la crise des frégates au large des côtes libyennes. Donc, ce réarmement européen, il profitera d'abord à l'industrie américaine, et je pense qu'il affaiblira un peu plus nos pôles industriels, parce qu'on sait très bien que la coopération est toujours difficile, longue et coûteuse, et qu'on sera dépassé par ceux qui ont déjà des matériels sur étagère. Édouard, quelques mots sur cette question de la dépendance militaire de l'OTAN et de la France, enfin, des Européens aux États-Unis. Juste la perspective historique. Effectivement, l'obsession du général de Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir, c'est de garantir l'indépendance de la France, pas simplement dans les mots, mais dans les actes et sur le plan technologique. C'est tout l'effort qui est fait. Et quand on dit qu'aujourd'hui la France est un peu moins dépendante que les autres, c'est un beau reste, on va dire, de cette impulsion qui a été donnée, avec simplement le danger de la ligne de plus grande pente et puis de ce qu'il faut faire immédiatement. C'est d'ailleurs ce qui rend toujours dangereux ce discours sur une menace immédiate, c'est que ça dit bon, il faut qu'on trouve tout de suite la solution. Donc si la solution c'est d'acheter américain, et ben on va acheter américain, ou acheter coréen, ou acheter autre chose. Bon. La deuxième chose, effectivement, c'est que personnellement, je suis assez perplexe quand j'entends le président de la République dire qu'il veut partager la dissuasion nucléaire avec d'autres. Alors j'entends bien qu'il veut, et la France en garderait le contrôle, sauf que précisément, ce qui est en jeu, c'est l'indépendance totale de cet aspect de notre appareil de défense. Et on disait à l'instant que les SNLE ils vont devenir sans doute plus dépendants encore pour un certain nombre de composantes. Et puis, est-ce que la tentation française, parce que là encore, on connaît nos dirigeants, est-ce que la tentation française ne sera pas de laisser financer, de faire financer, parce que ça coûte cher, par les partenaires des composantes et on sait très bien qu'un pays comme l'Allemagne a toujours été le cheval de Troie des États-Unis. Donc on voit bien ce qui se joue. Alors, je voudrais qu'on termine cette émission par ce point, parce qu'on voit que Friedrich Merz et Emmanuel Macron aujourd'hui se disputent sur est-ce que les fonds européens doivent servir à acheter des produits européens, des armes européennes, ou est-ce qu'ils peuvent aussi servir à acheter des armes américaines? Comment on explique que les Allemands insistent tant sur la possibilité d'acheter des armes américaines avec de l'argent européen à un moment où les Américains nous lâchent? Ulrich, je vois qu'Ulrich a envie de répondre à cette question provocatrice. Non, bon, alors, tu sais, c'est toujours, il y a toujours plusieurs niveaux pour répondre à ces questions, mais alors, premièrement, il faut constater que les Allemands sont en ce qui concerne la vie économique, ils pensent très pratiquement. Et comme j'ai dit, l'Europe doit commander là où les équipements sont disponibles.
Alors ça, c'est clair. En ce qui concerne Monsieur Merz, il faut toujours constater que Monsieur Merz a une histoire personnelle avec la technostructure des États-Unis parce qu'il était lobbyiste chez BlackRock. Et comme j'ai dit, pour Friedrich Merz, c'était toujours clair que la collaboration avec la technostructure américaine, ça c'est très important pour le réarmement de l'Europe. Troisièmement, il faut constater, mais c'est pas le sujet pour aujourd'hui. On va bien voir si Monsieur Merz deviendra-t-il chancelier de l'Allemagne ou pas. Moi, je suis pas encore sûre parce qu'il y a beaucoup de choses, pourquoi pas. Mais en tout cas, il reste la question de l'argent, du financement. Et en ce moment, c'est tout à fait pas clair ce qui va se passer en Allemagne avec l'endettement, etc. C'est pour ça que ça, ce sont peut-être les explications. Mais en ce moment, bien sûr, dans les cercles politiques en Allemagne, c'est aussi une cause de leur histoire, de leur tradition, de penser toujours avec les États-Unis, c'est-à-dire. Peut-être, je vois qu'Éric veut rajouter un point sur ce lien entre l'Allemagne et les États-Unis. Je suis évidemment d'accord. On sait depuis plusieurs décennies, enfin au moins deux à trois décennies, la stratégie allemande, c'est l'approvisionnement en gaz russe, la sécurité confiée aux Américains et le marché chinois. Donc, ils ont perdu l'approvisionnement en gaz russe. Je pense que le triptyque sur lequel était fondée leur économie, ils vont s'y, comment dire, s'y raccrocher. Et je les vois pas du tout sortir de cette logique de sécurité, de partenariat avec les Américains, ou en tout cas surtout pas de rupture. Il peut y avoir une légère évolution, mais je suis comme Ulrike, je ne pense pas une seule seconde qu'il y aura une rupture, parce qu'en plus ils sont tellement défiants vis-à-vis des autres Européens qu'ils ne nous feront pas confiance. Édouard, comment on explique cette filiation, cette proximité, cette vassalisation de l'Allemagne aux États-Unis? C'est l'histoire. Il y a d'abord l'histoire d'après 1945, l'Allemagne de l'Ouest, qui se méfie d'elle-même, qui se méfie du passé allemand, se dit que il vaut mieux se mettre sous le commandement américain et que c'est la meilleure façon de faire. Donc ça, c'est l'héritage, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un facteur psychologique qui est important, qui est le fait que les dirigeants allemands sont littéralement paniqués par la possibilité que Trump lâche l'Europe. Et donc, acheter des armes américaines, c'est un moyen d'empêcher la dérive des continents. Et là, le troisième aspect, je crois que il faut avoir en tête, c'est que l'industrie de la défense allemande, depuis des décennies, a toujours craint l'émergence d'un pôle de défense français très puissant en Europe, et donc a toujours eu tendance à jouer les partenariats soit avec les Britanniques, soit avec les Américains. Il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a une rivalité, et même psychologiquement, on pourrait parler d'une jalousie vis-à-vis des réussites françaises, et l'un des objectifs allemands, c'est toujours d'éviter que la France prenne le premier rang en Europe. Je voudrais, pour conclure cette émission, poser une question provocatrice à Jacques, que je trouve sur la défensive dans les ambitions françaises. Jacques, au vu de tout ça, toi qui es l'auteur d'un livre mémorable sur l'Europe s'est arrêtée à Pristina, qui a conduit des opérations extérieures françaises sur le terrain, quand je t'écoute, je vais te le poser de façon provocatrice, mais c'est totalement amical. Non, mais vas-y, j'ai l'habitude. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu ne crois pas que l'armée française pourrait, dans la durée, se substituer à l'armée américaine dans la construction militaire de l'Europe. Et je voudrais comprendre pourquoi tu
tu ne crois pas à ce rôle impérial de l'armée française. Édouard vient déjà de donner quelques éléments de réflexion là-dessus. Hein. Le partenaire majeur, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne n'a pas envie d'une France dominante. Hein. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, il y a des facteurs internes. Je pense que les capacités françaises aujourd'hui, elles sont là, elles sont réelles, mais elles relèvent d'une volonté politique. Alors cette volonté politique, malgré les grandes déclarations récentes, quand j'entends Macron la semaine dernière parler de patrie, c'est la première fois qu'il parle de patrie depuis son élection en 2017, ça me fait doucement rigoler, hein, pour être direct. On est en train d'essayer de redécouvrir des choses, mais la réalité, c'est qu'on n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, on est dispersé, on a une économie exsangue, on a une dette colossale, il faut remettre la France sur pied. Et pour remettre la France sur pied, pour disposer d'une crédibilité, d'une puissance diplomatique, et donc d'abord d'une puissance militaire réelle, il faut d'abord disposer d'une puissance industrielle et économique. Je pense à l'agriculture, par exemple, qui est complètement salvagée et menacée de partout aujourd'hui, bon, qui était traditionnellement un pilier de la puissance française. Et notre industrie, parce que notre industrie a été bradée. Je citais l'exemple de cette petite PME qui est actuelle, hein, mais Eric parlait avec raison d'Alstom, mais on pourrait revenir sur le cas Pierucci, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire. On est vassalisé depuis des années, malgré l'héritage laissé par De Gaulle, qui a été complètement abandonné, trahi par des gens qui se prétendent gaullistes et qui n'ont rien de gaulliste. Hein. Et on est aujourd'hui dans une situation qui implique d'abord un redressement national. Et moi, je suis pour l'État-nation plus que pour le machin européen. Voilà. Mais je pense que c'est pas dans le contexte européen que ça peut se faire, si ce n'est la construction d'un système de défense, de sécurité plus exactement européen, mais qui est très large et qui à un moment donné doit englober évidemment la Russie. Alors c'est un peu iconoclaste ce que je dis, parce que je sais très bien que les gens ne sont pas préparés à ça. L'opinion aujourd'hui, on lui explique qu'on a un ennemi nouveau, mais alors vraiment le méchant russe. Bon, tout ça c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pour masquer aussi nos faiblesses, c'est pour marquer aussi nos divisions, c'est pour marquer aussi que cette Europe n'existe pas. Quand je disais qu'elle était morte à Pristina, à l'époque, c'était un pied de nez à Kouchner qui disait qu'elle était née à Pristina. On voit les effets aujourd'hui. Hein, c'est un bébé mal formé, en tout cas, si elle est née à Pristina, hein, cette Europe. Donc voilà, moi je crois qu'il y a une nécessité urgente de réfléchir à la construction de relations bilatérales entre les pays européens et avec les États-Unis et avec la Russie. Il n'y a pas de raison de se limiter. Et avec d'autres, avec la Chine, pourquoi pas, avec les pays des BRICS, etc. Mais il faut, à mon avis, sortir de ce carcan épouvantable qui nous détruit à petit feu, qui est l'Union européenne. Bon, donc partisan du Frexit. Ah oui, moi je suis partisan du Frexit. De plus en plus, tous les jours davantage. Je ne l'étais pas forcément il y a quelques temps, quelques années, mais maintenant j'en suis convaincu, il n'y a pas d'autre solution. Bon, je vois que ça suscite une approbation générale par ailleurs. Ce serait intéressant qu'on fasse une émission sur comment sortir de l'Union européenne, parce que je crois que voilà, c'est indissociable de remettre la France sur pied. Mais notre temps est écoulé. Merci, mes amis, de votre participation, de votre patience. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui peuvent. Et nous continuerons ces éclaircissements très importants sur la situation géopolitique internationale. À bientôt, Eric. Merci, au revoir. À bientôt, Ulrich. À bientôt, à demain. À demain. Édouard, bon, c'est tous les jours. Et puis Jacques, à bientôt aussi. À bientôt à tous. Merci. Merci à tous. Merci à tous.